Les Blue Jays. Comment les Jays ont fait pour en quelque temps devenir un des sujets principaux de conversation dans le monde du sport? Pas seulement en Ontario ou à Toronto, dans le Canada au complet, donc oui, au Québec aussi. Je pense que pour parler du chemin que les Blue Jays ont parcouru, il faut commencer avec les saisons 2015 et 2016. Pour vous mettre en contexte, en 2015, c'est la fameuse saison du bat flip de José Bautista en série division contre les Rangers du Texas. Les Blue Jays ont participé aux séries en 2015 et en 2016, mais n'ont pas été capables de gagner la série mondiale, et après ça, le cycle était un peu terminé. Mais il y avait un autre cycle super intéressant qui s'annonçait quelques années plus tard, avec en tête d'affiche Vladimir Guerrero et Bo Bichette. Bo Bichette était un des espoirs les plus intéressants du baseball majeur, puis Vlad, c'est pas compliqué, c'était l'espoir numéro 1 du baseball majeur. Vlad Guerrero et Bo Bichette arrivent avec les Blue Jays dans le baseball majeur en 2019. L'équipe n'est pas encore à maturité, on ne se qualifie pas pour les séries en 2019, mais une première fois avec Vlad et Bichette dans l'équipe en 2020 lors de la saison écourtée à cause de la pandémie. 2021, une saison vraiment remplie d'espoir. Oui, les Blue Jays vont manquer les séries dans la dernière fin de semaine de la saison régulière, mais c'est vraiment l'éclosion de Vladimir Guerrero, devenir finaliste au titre de joueur le plus utile dans la Ligue américaine. Le titre a été remporté par Shohei Ohtani. 2022-2023, l'équipe commence à être à maturité. Bonne nouvelle, Toronto participe aux séries éliminatoires, mais ça se termine rapidement. Donc, pour le début de l'ère, appelons ça l'ère Bichette et Guerrero, c'est 3 présences en série 2020, 2022, 2023 et encore aucune victoire. Pas une ronde de gagner, même aucune partie remportée dans ces 3 rondes-là. Donc tu vois que la patience puis l'effervescence des arrivées de Bichette et Guerrero, ça commence à s'estomper un petit peu et le ton commence à changer un petit peu à Toronto après l'élimination aux mains des Twins en 2023. Mais bon, l'optimisme revient avant le début de la saison 2024 et pas à peu près parce que là, rappelez-vous, les grosses rumeurs qui amènent Shohei Ohtani dans l'uniforme des Blue Jays. La plus grosse vedette du baseball majeur. Et puis, c'était pas ça. Ohtani était pas en direction de Toronto. Ça, c'est un coup dur, ça. Ça n'a pas été facile à accepter. Là, la déception est vive, puis il y a même de la colère aussi. Parce qu'on n'a pas été capable d'avoir Shohei Ohtani, mais on n'est pas capable d'avoir de joueurs d'impact non plus avant d'amorcer cette saison-là 2024. Et il faut dire aussi qu'on a perdu plusieurs pièces importantes à l'attaque chez les Blue Jays dans les dernières saisons, comme Teoscar Hernandez, comme Marcus Semien qui a joué une seule saison à Toronto mais qui a frappé 45 circuits, et comme Lourdes Gurriel et Gabriel Moreno qui était l'espoir principal des Blue Jays et qui était un des meilleurs espoirs du baseball majeur à ce moment-là, qui eux ont été échangés avec les Diamondbacks. Fait que 2024 est un petit peu parti tout croche, puis la saison est même pas encore commencée, et ce qui devait arriver arriva. Les Blue Jays ont un mauvais début de saison, ils sont jamais capables de rattraper ça. En 2024, on termine au dernier rang de la division Est de l'Américaine avec une fiche de 74 victoires, 88 défaites. Fait que tu comprendras qu'avant le début de la saison 2025, disons que les attentes sont beaucoup plus modestes, mais par contre, il faut être honnête, contrairement à l'entre-saison 2023-2024, celle entre 2024 et 2025 est plus réussie pour l'état-major des Blue Jays. La plus grosse nouvelle, c'est qu'on fait l'acquisition d'Anthony Santander, un des plus gros noms sur le marché des joueurs autonomes, un joueur qui a frappé 44 circuits la saison précédente avec les Orioles. On va aussi chercher Andrés Giménez, qui au bâton est assez loin d'être une menace, mais qui est défensivement un des meilleurs joueurs, toutes positions confondues, du baseball majeur. On fait aussi l'acquisition de Max Scherzer, un futur membre du Temple de la Renommée, mais en fin de carrière dans un rôle de 4e ou 5e lanceur partant. Et finalement, on va aussi chercher les services de Jeff Hoffman, un ancien releveur des Phillies, à qui on va confier le rôle pour la première fois de sa carrière de releveur numéro 1. Mais malgré tout ça, on sent pas que ça lève bien. On sent pas tant d'optimisme. Et l'affaire la plus importante là-dedans, le problème majeur des Blue Jays, c'est qu'on ne s'est pas encore entendu à long terme avec le joueur de concession de l'équipe, Vladimir Guerrero. Vlad et son entourage sortent dans les médias pour dire que si au début de la saison, il n'y a pas de nouvelle entente avec les Blue Jays, ben Vlad va devenir agent libre à la fin de la saison 2025. Ça, c'était un petit peu stressant, ça, à entendre. Parce que là, la saison a commencé. Là. Il n'y avait pas de contrat. Parce que là, tu te dis, si Vlad s'en va ailleurs, c'est terminé pour ce cycle-là. Les Blue Jays vont entamer une autre reconstruction et le cycle Bo Bichette-Vladimir Guerrero va avoir été un échec. Mais, le 9 avril, contrat Vladimir Guerrero. 14 ans, 500 millions. Ah ben là, ça vient de changer, par exemple. Là, l'espoir renaît. Malgré la bonne nouvelle entourant le nouveau contrat de Vladimir Guerrero, Toronto a un autre mauvais début de saison, si bien qu'après le 7 mai, on a une fiche de 16 victoires et 20 défaites.
Mais à partir de ce moment-là, le vent commence à tourner. Premièrement, l'équipe frappe avec beaucoup plus de puissance. On va terminer le mois de mai avec une fiche totale de 16 victoires et 12 défaites. Ça va être encore plus convaincant en juin avec une fiche de 16-10 et encore plus en juillet avec une fiche de 18 victoires et 8 défaites. Fait que le 3 juillet, les Blue Jays vont s'emparer de la tête de la division Est de l'Américaine et vont être en mesure de garder cette avance-là jusqu'au 24 septembre. Heureusement pour Toronto, on résiste et on conclut le calendrier régulier en tête de la division. Qu'est-ce qui a fait le succès des Blue Jays? Au baseball, tu peux avoir des équipes qui sont intimidantes et tu peux aussi avoir des équipes fatigantes. Les Blue Jays sont fatigants. C'est une équipe fatigante. À travers la saison dans le baseball majeur, il y a juste une équipe, les Royals de Kansas City, qui se sont fait retirer au bâton moins souvent que les Blue Jays. Les Blue Jays ont terminé au premier rang du baseball majeur pour la moyenne au bâton et aussi pour la moyenne de présence sur les buts. Et ça a aussi été l'année où des joueurs importants se sont rachetés après une ou des saisons difficiles. Je pense notamment à Bo Bichette qui, même s'il a manqué 23 matchs, a terminé au 3e rang du baseball majeur pour les coups sûrs et a aussi produit 94 points. Je pense aussi à Alejandro Kirk qui avait été spectaculaire en début de carrière mais qui s'était tranquillisé depuis ce temps-là. Cette année, il a dominé tous les receveurs du baseball majeur pour la moyenne au bâton. Il a aussi terminé au 4e rang chez les receveurs du baseball majeur avec un OPS de 769. C'est quoi un OPS? Maintenant, c'est la statistique offensive la plus regardée et la plus importante dans le baseball majeur. C'est celle qui combine la moyenne de puissance et la moyenne de présence sur les buts. Donc, on fait la somme de ces deux moyennes-là et ça donne l'OPS. Mais je pense surtout à George Springer. George Springer, quelle saison! À peu près toutes ces statistiques, que ce soit l'OPS que je viens de vous parler, la moyenne au bâton, le nombre de circuits, le nombre de points produits, descendaient d'année en année à partir de la saison 2022. Et en 2024, il y a vraiment eu une saison difficile. Je parlais de cette fameuse statistique de l'OPS qui est maintenant la plus importante. Il y a juste 2 frappeurs qui ont un OPS plus élevé que George Springer cette saison et ils s'appellent Aaron Judge et Shohei Ohtani. Tu as aussi des joueurs qui sont devenus des pièces importantes qui ont été capables de s'établir dans le baseball majeur cette saison. Le premier exemple, c'est celui d'Addison Barger qui a réussi 21 circuits. Et tu as aussi Nathan Lucas qui, à 31 ans, a été un élément de profondeur très important pour les Blue Jays. Il a disputé une première saison complète dans le baseball majeur cette année après avoir cumulé près de 3000 présences au bâton dans le baseball mineur depuis ses débuts dans les professionnels. Et c'est un peu ça la grosse différence des Blue Jays cette saison, l'équipe qui s'en va en série de championnat, si on la compare aux 2 autres éditions qui sont allées en série de championnat en 2015 et 2016. Je vous parlais d'équipes intimidantes contre une équipe fatigante. Les Blue Jays en 2015-16 étaient des équipes intimidantes. Il fallait tour à tour, si c'est un lanceur adverse, que tu battes Josh Donaldson, José Bautista et Edwin Encarnacion. Contre les Yankees, c'était loin d'être ça. Oui, on a Vladimir Guerrero, qui est un des meilleurs frappeurs du baseball majeur, mais Bo Bichette était blessé et tu n'avais pas de joueur avec l'aura de Vladimir Guerrero, sauf peut-être George Springer et la saison qu'il a obtenue dans la formation des Blue Jays contre les Yankees. Et c'est aussi avec cette profondeur-là que les Blue Jays ont été capables à New York de battre les Yankees dans le 4e match de la série de division. Imaginez, il y a 8 lanceurs de Toronto qui se sont succédés au monticule et qui ensemble ont réussi à battre l'équipe qui avait frappé le plus de circuits et fourni le plus de points dans le baseball majeur au cours de la saison.